Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe. On va revenir un petit peu sur cette 10e vidéo, déjà cette 10e journée de compétition, ce 10e débrief. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, avec le vent qui était de retour, notamment pour les concurrents de l'Ouest, un Jean Le Cam qui était un petit peu plus en difficulté. On reviendra également sur les petits problèmes techniques. Il y a notamment un concurrent qui a un gros saucisse, c'est Fabrice Amédéo, on reviendra dessus. Et puis on parlera poteau noir, on parlera anticyclone de Sainte-Hélène avec une situation qui a l'air de se dégager, mais il va falloir voir un petit peu dans le temps. Puis on parlera peut-être un petit peu déjà de la suite de la course et bien entendu du classement général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un like, commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Je remercie les gens qui font cet effort. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie également les gens qui le font. Si vous n'avez pas les moyens ou vous ne voulez pas mettre d'argent à YouTube, ce que je comprends, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Pour les fans de cyclisme, j'ai pas encore avancé sur les top 10, mais ils vont arriver ces top 10. D'ici le 31 décembre, ils seront en ligne. Mais ouais, je vais tenter d'avancer là-dessus un petit peu en début d'après-midi, là, mais je fais pas mal de choses les après-midi en ce moment, donc voilà, j'ai pas toujours le temps pour avancer sur ces vidéos-là, ce qui m'énerve un petit peu, mais voilà, j'espère pouvoir les enregistrer, au moins qu'il y en ait une en ligne là d'ici dimanche, lundi prochain. Parce que là, c'est vrai que ça commence à être loin à la fin de saison de cyclisme. Ça fait plus d'un mois que ça s'est fini et bon, les vidéos sont toujours pas en ligne. Bon, on commence tout de suite cette vidéo avec cette image. C'est une image satellite qui représente en fait le poteau noir. Alors, vous voyez donc cette zone d'où Sam Gutschall y est rentré là vers 11h, un petit peu avant 11h. Les concurrents là commencent à y rentrer. Donc vous voyez, donc c'est cette zone-là. Hein. On est là juste un peu au-dessus de l'équateur. Donc cette fameuse zone de convergence. Là, vous voyez les gros nuages. Plus les nuages sont rouges, plus ça veut dire qu'il y a d'orage. Hein. Plus c'est intense, plus il y a de grains, plus les nuages sont importants. Plus c'est bleu, on va dire, plus les nuages sont faibles. Ben, vous voyez que le problème de ce poteau noir, pourquoi Charlie Dalin disait hier dans sa vidéo que c'était coton, ben, c'est que c'est bouché. Les nuages sont devant. C'est-à-dire que les nuages bloquent un peu le passage des concurrents pour le moment. Donc il va falloir soit attendre, c'est le cas de Sam Gutschall qui attend que la situation s'améliore, mais ça veut dire qu'il va forcément voir revenir les concurrents qui sont derrière lui. Soit, eh bien, il faut essayer de trouver un passage. Ça va peut-être être l'avantage de Thomas Ruyant, qui est ici un petit peu plus décalé vers l'ouest, mais ça va pas être évident. Et là, on voit un petit peu tous les concurrents. Donc là, vous avez Charlie Dalin avec son compère qui est Johan Réchaume, je pense. Ils sont tous les deux là. Gutschall et Simon doivent être ici et Thomas Ruyant est sur le côté. Vous voyez que donc là, il va falloir voir comment passer dans cette zone-là. Les bateaux polyvalents vont peut-être mieux s'en sortir. Je pense à Sébastien Simon, je pense à Charlie Dalin qui ont l'air d'avoir des bateaux un petit peu plus polyvalents que peut-être Gutschall et Ruyant. Donc on va voir comment ça va se passer. Vous voyez là, la zone est vraiment très très bloquée pour le moment. Alors après ça se redégage, hein. Vous voyez par ici ça se redégage. Et la sortie est peut-être un petit peu plus facile, mais l'entrée est bouchée. Donc c'est ça qui va rendre la situation compliquée. On devait faire un point également sur l'anticyclone des Açores. Pas des Açores, pardon, de Sainte-Hélène, puisque l'anticyclone des Açores, on l'a déjà passé. Et on devait essayer de voir pourquoi c'est compliqué l'anticyclone de Sainte-Hélène. Certains concurrents, enfin certains viewers plutôt, ne comprenaient pas. Sainte-Hélène, vous le voyez, alors là, elle est dans une position qui est plutôt bonne. Sainte-Hélène, pourquoi la position est plutôt bonne? Parce qu'il est plutôt proche de l'Afrique du Sud. Donc plus il est proche de l'Afrique du Sud, mieux c'est. Pourquoi? Plus ça laisse d'espace ici pour récupérer du vent, parce qu'il faut le contourner, cet anticyclone. Je rappelle que les bateaux fonctionnent mieux avec du vent portant qu'avec que de la navigation au près, donc du vent de face, hein, grosso modo. Donc il faut le contourner par l'ouest. Pourquoi? Parce qu'un anticyclone, dans les mers du Sud, ça tourne dans ce sens-là. Un front va tourner dans le sens horaire, un anticyclone va tourner dans le sens anti-horaire. C'est l'inverse dans les mers du Nord. Donc il va falloir le passer dans ce sens-là, c'est-à-dire le contourner
par l'ouest. Sauf que cette année, on a une évolution. C'est cette ligne des glaces. Vous voyez cette zone blanche qui est plus haute que d'habitude. Pourquoi elle est plus haute? Parce que comme il y a du réchauffement climatique, je ne vais pas vous apprendre, les icebergs ont tendance à se former beaucoup plus. Ils sont plus gros aussi. Ça veut dire que donc ils montent de plus en plus haut en latitude. Parce que là, vous voyez, il y a le pôle qui est là. Donc, il va falloir réussir à passer dans ce trou de souris, hop, de là à là. Donc, il y a à peu près 500 000, voilà, 500, 600 000, parce que là, il est un petit peu plus haut au plus. Donc là, la situation est presque pas mal en ce moment. Sauf que la situation va bien entendu évoluer. Et c'est important aussi parce que c'est à cet endroit-là que vous allez commencer à récupérer votre premier front pour les mers du Sud. Alors, dans les mers du Sud, la course, ça va être un peu plus simple au niveau météo. Pourquoi? L'objectif, ça va être d'avoir un front. De rester devant le front. Parce que quand vous restez devant le front, vous avez du vent qui est bien placé, du vent 3/4 d'eau, vent de dos. Donc l'idée, ça va être de tirer des bords, de faire des M ou des W, ça dépend dans quel sens vous vous placez. Voilà, par exemple, de tirer des bords, hop, 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 d'éviter les zones sans vent et de rester dans cette zone-là où vous avez les fronts. Donc l'objectif, on va dire, dans les mers du Sud, ça va être d'être devant le front, d'essayer de rester le plus longtemps possible devant le front. Au bout d'un moment, le front va vous traverser. Quand le front vous traverse, c'est la situation la plus complexe parce qu'il y a à la fois beaucoup de vent, à la fois beaucoup de mer. Donc c'est de la survie. Ensuite, une fois que le front est passé, essayez de ranger le bateau et de repartir dans ce nouveau cycle où je me remets devant un front, j'essaye de rester le plus longtemps possible devant un front, puis il me retraverse, et ça on va le faire peut-être 4 fois, 5 fois dans les mers du Sud, avec des mers qui vont être plus compliquées dans l'océan Indien, parce que la mer en plus, la houle est souvent tordue par rapport à l'avancée du bateau, donc elle va avoir tendance à pas mal désaxer, et on va jouer avec cette ligne blanche, c'est-à-dire qu'on va tirer des bords, on va essayer de s'arrêter le plus proche possible de cette zone d'exclusion, puis on repart. Une fois qu'on atteint les zones où il y a un peu moins de vent, on redescend. Et ça va être un petit jeu comme ça de précision dans les manœuvres, parce qu'il ne faut pas rentrer dans cette zone d'exclusion. Si vous rentrez dans cette zone d'exclusion, ce n'est pas une pénalité de temps que vous allez avoir, c'est qu'il va falloir revenir par le point GPS par lequel vous êtes rentré. C'est-à-dire que si vous rentrez ici, par exemple, donc à 208 degrés, ici on est, hop, il va falloir repasser par le même point. Sauf que vous voyez, il va falloir faire un demi-tour et naviguer au près, dans des mers qui vont être compliquées. On a le droit de repasser par derrière, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être à des angles... C'est-à-dire que si on passe là ici à 298, pardon. Hop, 298, c'est-à-dire qu'on a le droit de passer à 297, 296, ça c'est pas un problème. Par contre, on n'a pas le droit de passer à 300 ou 301, cette ligne blanche, parce que ça veut dire que vous n'aurez pas respecté la pénalité. Donc là, il y aura une pénalité de temps qui sera assez forte. Et malgré tout, c'est une manœuvre qui va faire perdre beaucoup de temps. Donc il va falloir longer cette zone-là et essayer de tirer des bords le maximum. Il y a une zone qui va être extrêmement compliquée, c'est le Cap Horn. On l'a vu déjà sur la Arkea Ultimate Challenge. Le chemin peut être bouché au niveau du Cap Horn, vu que le corridor, en fait, il est très étroit. Si on regarde là, ici, le Cap Horn, on va prendre entre le sud, là, ici, il y a 100 000 en largeur, à peu près. 100 000, c'est que dalle. Donc, c'est-à-dire que la zone est très peu large à cet endroit-là, en sachant que cette zone des glaces peut bouger. Alors, elle ne va pas bouger à la baisse, elle va bouger plutôt à la hausse. C'est-à-dire qu'elle peut remonter, cette zone des glaces. Comment on la construit, cette zone des glaces? On prend des images satellites, c'est tout simple. On regarde où il y a des icebergs. Si on voit un iceberg qui est en dehors de cette zone des glaces, on la remonte, ou qui est en bordure de cette zone des glaces, on va avoir tendance à remonter. Donc cette zone peut bouger à certains endroits. Normalement, elle ne devrait pas redescendre. Elle devrait... le minimum, c'est la position qu'on a là actuellement. Ensuite, ça peut remonter un petit peu si on remarque des icebergs qui sont mal placés. Vous voyez qu'il y a les Kerguelen, donc on va essayer de passer comme ça ou juste au-dessus des Kerguelen. Ça sera peut-être le dernier point de contact avec la Terre avant le Cap Horn. C'est-à-dire que les Kerguelen, si vous passez proche des Kerguelen, parfois il y a des communications qui sont à cet endroit-là. Vous avez également la Tasmanie, mais on va passer assez large normalement de la Tasmanie. Et pourquoi c'est compliqué au niveau de la mer, dans ces mers du Sud, c'est que vous voyez les fronts là, tous les fronts qui passent, ils tapent jamais la terre. Ça veut dire qu'ils sont alimentés à chaque fois. Une terre, ça ralentit un front.
Là, il n'y a jamais la terre pour ralentir les fronts. Donc c'est pour ça que les vents sont très forts et que la mer aussi est assez déchaînée dans ces zones-là. On va parfois avoir des creux à 6, 7 mètres, 8 mètres, avec parfois des vents qui vont dépasser les 50 nœuds. Donc ça va être un moment très stressant, très difficile pour les concurrents, notamment au niveau mental. Parce qu'en plus, vous êtes éloigné de tout. Ça aussi, ça rend la course très difficile. Bon, on va regarder la météo dans les prochaines heures, on va dire dans 48 heures. Ah oui, ça va être de mieux en mieux. Ça va être de mieux en mieux Sainte-Hélène. Voilà, faut qu'il reste là, Sainte-Hélène. Là, il est pas mal. S'il se redécale, ouais, là, il est vraiment bien, Sainte-Hélène. Hein. Donc ça peut être un peu plus facile que prévu dans cette zone-là, mais il faudra faire attention quand même. On n'a pas encore la météo à 4 jours, mais ouais. Là, pour le moment, il se place bien pour les concurrents, donc ça pourrait rendre la course un peu plus facile. Parce qu'il y a 8 ans, ça avait été vraiment un moment de péage, et je me souviens de certains concurrents qui s'étaient retrouvés bloqués, notamment Jean Le Cam, qui s'était retrouvé bloqué par Sainte-Hélène. Ça avait fait un péage à cet endroit-là de la course. On va parler des dernières petites infos pour les différents concurrents. Louis Burton, tiens, on va commencer. Où il est, Louis? Il est 20e, il a remonté un petit peu au classement. Hop, je rezoome. Louis Burton, il a réussi à faire voler son bateau. Donc ça veut dire qu'au moins déjà, il y a un peu de confiance dans le bateau. Et surtout, ça veut dire que le bateau résiste pour le moment. Vous voyez, sa moyenne sur 24 heures, elle n'est pas dégueulasse, 15 nœuds 7. Alors, c'est pas le plus rapide, mais dans la zone, je crois qu'il n'y a que Isabelle Yoshke qui est allée un petit peu plus vite. Donc, avec aussi un bateau foiler. Et elle est un petit peu devant, quand même, Isabelle Yoshke. Donc, c'est plutôt pas mal ce que fait Louis Burton en termes de vitesse. Et le bateau vole. Donc, ça veut dire qu'il a confiance au niveau des foils, au niveau structurel. Problème technique inquiétant, c'est pour Fabrice Amédéo. Fabrice Amédéo qui est au ralenti depuis ce matin. Vous voyez, sa moyenne est à 9 nœuds. Pourquoi il est un petit peu au ralenti? Problème de quille pour Fabrice Amédéo. Pas beaucoup plus d'informations pour le moment. Donc un problème de quille. Donc la quille, c'est la fameuse pièce qui est de couleur sous le bateau. Qui permet de stabiliser le bateau, donc qui permet d'éviter qu'un monocoque, c'est pour ça qu'un monocoque a autant de difficultés à chavirer, c'est que vous avez cette quille. Cette quille, elle fait 4,50 m sous le bateau, donc elle permet de stabiliser le bateau, notamment elle est avec des vérins qui lui permettent de s'incliner également selon la gîte du bateau, donc pour stabiliser ce bateau et apporter essayer d'apporter de la vitesse aussi au bateau, de la stabilité. C'est la grosse différence entre un IMOCA, par exemple, et je crois que les classes mini n'ont pas de quilles. Il y a une catégorie, il n'y a pas de quilles. Je crois que c'est les classes mini qui n'ont pas de quilles. J'ai plus les trucs de tête. Et c'est donc des bateaux qui sont beaucoup plus instables et qui peuvent chavirer. Ce qui n'est pas le cas d'un IMOCA. Un IMOCA, c'est très compliqué pour qu'un IMOCA chavire, à part s'il a un problème de quille. Et c'est pour ça que Fabrice Amédéo doit faire attention, parce que le bateau devient beaucoup plus instable, donc il a ralenti, il a baissé la voilure pour tenter de régler ce problème. Est-ce que c'est un problème de vérin? Est-ce que c'est un problème de support? C'est-à-dire que la quille n'est plus totalement reliée à la coque du bateau. Ça, c'est des questions, peut-être des informations qu'on aura un petit peu plus tard dans la journée, mais c'est quand même une avarie sérieuse. Il faut faire attention, parce que vous ne pouvez pas faire un tour du monde sans quille. En termes de sécurité, c'est juste pas possible. Et bien entendu, il n'y a pas de quille de rechange dans le bateau, vu le poids que ça fait. Donc voilà, c'est pas une pièce qu'on a de rechange aussi. Ça pèse très lourd, une quille. Donc c'est vraiment une pièce importante du bateau. Et va falloir rectifier ça. Petit souci technique, non, c'est petite frayeur pour Samantha Davis. Hier, avec un safran qui s'est relevé. Alors, il faut savoir que beaucoup de bateaux maintenant ont des systèmes de safran, on va pas dire automatique, mais des safrans qui se relèvent. C'est-à-dire qu'il y a des safrans qui sont conçus en cas de choc, si par exemple ça tape un peu trop dans la mer, si vous tapez un objet flottant non identifié, ce qui peut arriver, donc que ça soit un morceau un chargement d'un cargo, ça peut être également un animal, un cétacé.
eh bien, ils sont conçus pour éviter que ça crée trop de dégâts sur le safran, ils sont conçus pour se relever. Le problème, c'est quand ils se relèvent, si vous n'en avez qu'un dans l'eau, parce que ce qui arrive, souvent on relève celui qui est au vent et on n'en met qu'un seul dans l'eau, eh bien le problème, c'est que vous ne manœuvrez plus du tout le bateau, et souvent le bateau va partir au tas. Donc ce qui est arrivé à Samantha Davis, donc voilà, petite frayeur, mais elle n'a pas eu d'autres dégâts. Le safran, voilà, il s'est juste relevé, on va dire, par précaution. Il n'y a pas eu de dégâts sur le safran. Mais voilà, ça lui a fait une petite frayeur. Elle qui avait déjà des petits problèmes de ventilateur, parce que son équipe technique a eu la bonne idée de lui mettre un ventilateur, c'est un cockpit fermé. Le problème, c'est que le ventilateur fait le bruit d'une mobilette 50 cm3 d'un Peugeot 103. C'est un bruit impressionnant. Et en plus, je pense que le micro doit atténuer un petit peu. Donc le bruit est vraiment assourdissant, donc c'est quasiment impossible d'utiliser le ventilateur sans se taper la tête contre les parois du bateau à cause du mal de crâne. Donc voilà, pour Samantha Davis, petit problème technique. Par contre, Amedeo, voilà, c'est un problème beaucoup plus grave du côté de Fabrice Amedeo, donc il va falloir faire attention. Et puis, alors ça, c'est pas une info Vendée Globe, mais c'est une info quand même navigation Tour du Monde. Vous savez qu'il y a des tentatives de trophée Jules Verne. Pour ceux qui ne sauraient pas, le trophée Jules Verne, c'est le Tour du Monde en équipage, sans escale, en utilisant la même route que le Vendée Globe. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de zone d'exclusion. Vous pouvez passer par n'importe quelle route et vous ne partez pas des Sables d'Olonne, vous partez de Brest. Donc c'est un Tour du Monde, on fait Brest-Brest. C'est en équipage, en multicoque. Alors, on peut le faire en monocoque, hein, si vous avez envie de le faire en monocoque. Il n'y a pas de jauge, on va dire, il n'y a pas d'obligation de le faire en multicoque, sauf qu'un multicoque, ça va quand même plus vite qu'un monocoque. Et c'est en équipage. Le record est détenu par Francis Joyon. J'ai oublié de noter le record du trophée Jules Verne. C'était aux alentours de 40 jours pour faire le tour du monde, en sachant que Francis Joyon l'avait fait donc sur Groupama 3, donc qui était un bateau un petit peu plus âgé. C'est un bateau voilà, qui avait une quinzaine d'années. C'est un bateau qui a été conçu en 2005-2006. Groupama 3, qui a eu plusieurs noms, mais c'est Groupama. Et donc là, c'était Idexport. C'est Francis Joyon donc, qui a le record qui date de 2017 quand même, en 40 jours, 23 h 30 minutes. Alors, dans un équipage qui était assez réduit, il n'était que 6 au départ, et avec un bateau qui était très léger, mais qui était, on va dire, semi-volant. Il était volant, mais un peu à l'ancienne. C'était pas les multicoques modernes. Et donc là, SVR Lazartigue a décidé de s'attaquer à ce trophée Jules Verne cette année, après la Arkea Ultimate Challenge. Et François Gabard et son équipe sont désormais en stand-by. C'est-à-dire que ça veut dire quoi en stand-by? C'est-à-dire qu'ils sont prêts pour partir. On attend juste les bonnes conditions météo. En fait, il y a trois situations avant un départ de Jules Verne. Vous avez code rouge, on va dire. Là, c'est on ne peut pas partir parce que soit le bateau a un problème technique, soit les conditions de mer sont tellement difficiles que c'est impossible. Ensuite, il y a stand-by. Code orange, on va appeler ça comme ça. Stand-by, c'est-à-dire qu'on se tient prêt. On se tient prêt à partir on va dire, en 10 heures, 7-10 heures. Donc ça veut dire que les équipes sont à Brest. Tous les concurrents sont prêts, les sacs sont prêts. Il y aura juste à rentrer l'avitaillement dans les bateaux. Il y aura juste à rentrer quelques pièces à l'intérieur du bateau. Mais on est prêt. C'est-à-dire qu'on peut partir du port et se retrouver sur la ligne de départ en 10 heures. Et en 14-15 heures, donc on rentre dans une situation de départ, mais on n'est pas encore en phase de départ. Ça, c'est code vert. Code vert, c'est-à-dire vous partez. Donc vous partez du port le plus rapidement possible, parce qu'il ne faut pas que la situation météo évolue. Et ensuite, vous partez de Brest pour aller le plus loin possible, c'est-à-dire revenir à Brest pour tenter de battre ce record. Je rappelle également que c'est un tour du monde en équipage, mais sans escale, l'idée est d'aller le plus vite possible, et sans assistance extérieure, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à des réparations de la part d'une équipe extérieure une fois que le tour du monde est parti. Par contre, vous avez le droit au routage, donc la plupart des concurrents utilisent le routage, et vous avez le droit
Voilà, au routage, vous avez le droit d'emmener 15, 20, 25 concurrents si vous avez envie avec vous. Vous avez le droit d'en prendre que 4 si vous avez envie d'en prendre que 4. Donc ça, après, ça dépend des concurrents. Vous avez le droit de partir avec un bateau qui ne respecterait pas la jauge ultime. Vous avez le droit de... Spin Drift, par exemple, n'était pas un bateau ultime, techniquement. C'était un bateau qui était encore plus grand qu'un ultime. Il faisait plus de 40 mètres. C'était un bateau qui était énorme. À participer au trophée Jules Verne. Donc voilà, ça va être l'objectif pour les équipes d'SVR Lazartigue avec ce bateau rapide, on le sait, moderne, encore un petit peu fragile, mais peut-être qu'on a réussi à stabiliser ces différents problème. Et en 2025, on rappelle que c'est Alexia Barrier avec un équipage féminin qui tentera de faire ce tour du monde également à la voile. Donc voilà, il y a des projets ambitieux dans les années à venir du côté de cette course. Bon, on regarde tout de suite le classement. Du côté du classement, c'est toujours Sam Gutschai qui est en tête. Hier, il a célébré son anniversaire, ses 35 ans. En étant en tête de la course l'après-midi. Donc lui, il est dans le poteau noir. Donc voilà, là, les informations vent que j'ai vous apportent assez peu d'informations. Enfin, c'est pas très intéressant. Forcément, il a ralenti. Déjà, hier, il était un petit peu ralenti. Là, c'est un petit peu encore le cas par rapport à ses petits camarades. C'est pas lui qui a fait le plus de 1000 en 24 heures. Derrière, Sébastien Simon, un peu plus rapide, hein, que Sam Gutschai, même des très bonnes vitesses, parce qu'il n'avait pas forcément des conditions de vent extrêmement fortes. Sébastien Simon, avec une trajectoire qui était un petit peu plus à l'est, j'avais l'impression sur les fichiers hier qu'il y avait un peu moins de vent, et bien il a quand même réussi à coller quasiment un nœud et demi, c'est ça, à son petit camarade, 516 000 de parcouru. On n'est pas très loin non plus du record de Nicolas Luneven, donc c'est vraiment très rapide. Et Sébastien Simon, on s'aperçoit que ce bateau, Groupe Dubreuil, qui est un ancien 11th Hour Racing, est un bateau très polyvalent, très performant dans ces conditions-là. Donc ça marche bien pour Sébastien Simon, on est content pour lui parce que c'est vrai qu'il a souvent eu des merdes sur le Vendée Globe, donc de le voir aux avant-postes, ça fait plaisir. Charlie Dalin est remonté. C'est tir la bourre entre Charlie Dalin et Johan Richomme. C'est Johan Richomme qui a parcouru toujours le plus de 1000 en 24 heures, 539 000, il est pas loin du record. Johan Richomme avec des vitesses, je sais pas si vous avez vu sa caméra, enfin sa vidéo embarquée, il était entre 25 et 30 nœuds, mais ça paraissait facile, alors qu'on est sur des vitesses quand même hallucinantes, hein, 25-30 nœuds, ça bombarde. Mais il y avait une sensation de facilité dans le bateau. Et on voyait très bien ce qu'expliquaient certains concurrents. C'est-à-dire vous voyez très bien le bateau qui commence à voler, donc le foil qui prend de l'adhérence au-dessus de l'eau, qui prend de l'adhérence, et puis d'un coup, hop, ça décroche, donc ça redescend le bateau, et puis il réaccélère, et puis à 30 nœuds, bam, ça décroche de nouveau, il redescend à 24 nœuds, et puis il réaccélère, ça à peu près toutes les 40 secondes. Donc voilà, on voit ce schéma-là vraiment entre le foil et le bateau. C'est très intéressant à voir du côté de cette vidéo. Donc on est très proche entre Charlie Dalin et Johan Richomme. Je pense qu'ils se voient même en ce moment, les deux concurrents. Charlie Dalin qui est repassé en 3e position parce que Johan Richomme a fait une petite manœuvre. Comme vous pouvez le voir, si j'enlève le vent, hop, Johan Richomme il est là. Vous voyez, il a dû faire un petit virement, hop, hop. Donc voilà, ça fait la différence par rapport à Charlie Dalin qui lui était sur une route avec un virement un peu plus simple à réaliser également. Charlie Dalin, donc on savait que c'est un bateau qui est très performant dans ces conditions-là. Donc ça se confirme avec un bateau qui va vite. Et puis Nicolas Luneven, plus à l'ouest, comme Thomas Ruyant. Ça se passe bien quand même, hein, une journée à 520 000. On est content du côté de Nicolas Luneven qui montre que ce Holcim PRB est toujours aussi rapide, notamment avec du vent portant, et qu'il faudra compter sur lui dans les mers du sud. Ça se passe un peu moins bien pour Thomas Ruyant. Cette option plus à l'ouest, j'ai l'impression pour le moment marche moins bien parce qu'il était parti très vite à l'ouest
Thomas Ruyant, et là, bah, il va moins vite hein, quand même que ses petits camarades, 475 000, c'est-à-dire qu'un Johan Richomme lui met quand même 50 000 dans la tête, plus de 50 000 dans la tête. Donc ça fait une petite différence du côté de Thomas Ruyant. Et puis Bestaven qui remonte un petit peu au classement, voilà, 6ème, mais ça joue à pas grand-chose avec Jérémy Bayou aussi, mais ça se passe pas mal du côté de Yannick Bestaven, aussi un bateau qui va vite, 524 000 de parcouru en 24 heures du côté Yannick Bestaven. Et il va vite aussi sur les 4 dernières heures, parce qu'il va plus vite hein, que Johan Richomme, que Charlie Dalin, il va plus vite que Goucha, lui il va un peu plus vite que tout le monde. Voilà, donc ça se passe plutôt bien du côté de Yannick Bestaven qui bombarde en ce moment pour tenter de revenir et de resserrer un petit peu l'élastique avec la tête de course. Voilà, en ce moment c'est lui dans le top 10 qui va le plus vite, avec également Clarisse Kremer, hein, ça bombarde. Les deux là, en ce moment, ça va à haute vitesse. Et Justine Métro également qui est rapide sur les 4 dernières heures. Jérémy Bayou, bah, toujours un petit peu en retrait en termes de performance. Alors même s'il fait une belle journée encore une fois, hein, 526 000, c'est vrai que si on regarde du Adri, Chaume, Charlie Dalin, bah, ils lui ont mis un petit peu de distance. Il a toujours un petit temps de retrait en termes de performance. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il avait dit il ménage pour le moment son bateau. Donc c'est peut-être la raison. L'autre option, c'est qu'il a un bateau qui est peut-être une chouille moins performant que les bateaux qui sont en tête pour le moment. Dans ces conditions-là, ça sera peut-être différent dans les mers du Sud. Et il arrivera peut-être à refaire son retard qui est quand même extrêmement limité. Hein. 53 000, c'est pas grand-chose du côté de Jérémy Bayou. Et puis on retrouve donc Clarisse Kremer, ça va vite avec les pamplemousses de Clarisse Kremer, le fruit, bien entendu, on parle de Clarisse Kremer, avec l'Occitane en Provence qui tartine, voilà, qui tartine vraiment très fort, on va pas faire la même erreur qu'hier, voilà, qui tartine très très fort Clarisse Kremer, 80 000 de parcouru en 4 heures, c'est-à-dire du 20 nœuds de moyenne, je rappelle c'est l'ancien bateau à Pivia, un bateau rapide, mais ça montre qu'elle arrive à s'en servir, parce que c'était mes doutes hein, lors de la présentation de la course du côté de Clarisse Kremer, c'est que j'avais l'impression qu'elle n'arrivait pas encore à maîtriser un foiler, contrairement à Justine Métro, contrairement à Samantha Davis. Eh bien, je trouve que là, ça se passe très très bien pour Clarisse Kremer, 61 000 de retard, c'est plutôt pas mal. Et comme on l'a eu déjà à plusieurs reprises, hein, la flotte se resserre, avec également Justine Métro et Samantha Davis. Match très serré hein, entre ces trois jeunes femmes qui sont en plus très proches. Justine Métro, Clarisse Kremer et Samantha Davis. Donc vraiment un très très beau match. Le petit groupe, c'est Paul Meillat qui ferme la marche, qui a fait une belle journée Paul Meillat. Hein. 513 000 de parcouru. Il était un petit peu en retrait hier, hein, je vous avais dit, il était un petit peu derrière. Il a retrouvé du poil de la bête et surtout il est revenu à 80 000. Donc ça c'est bien. Voilà, 80 000, vous voyez, c'est 4 heures. Voilà, 4 heures à haute vitesse. Donc il est revenu à 4-5 heures de la tête de course. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, on a un deuxième peloton hein, désormais. Alors déjà, deuxième peloton emmené toujours cette voie est par Jean Le Cab. Conrad Coleman, lui, est encore plus embourbé à l'arrière. Vous voyez, hein, les moyennes sont pas exceptionnelles. Bon, là, il souffre, hein, bien entendu, parce qu'il est obligé d'aller plein ouest pour le poteau noir, et forcément ça lui fait perdre beaucoup de vitesse, parce que vous voyez que sa VMC est de 13, alors que si on prend un violet d'orange, elle est à 13,6, Benjamin Ferré il est à 15, alors Benjamin Ferré aussi il fait une moyenne de dingue en ce moment, on va y revenir, donc voilà il est un petit peu plus en retrait Jean-Luc Ham, et c'est pareil pour Conrad Coleman, où c'est compliqué également sur cette VMC, parce que forcément ils sont plein ouest, donc ils font pas une distance exceptionnelle pour le moment, vu qu'ils s'étaient éloignés forcément de la route idéale. Toujours en rouge, cette route idéale. Benjamin Dutreux, lui, dans un deuxième peloton du côté des foilers. Hein, vous voyez que par rapport à un Paul Meillat, il y a quand même 70 000 d'écart quasiment entre les deux. Hein. Donc ça commence à faire, encore une fois, c'est 4 heures. Donc lui, il a 8 heures à peu près de la tête de course, ce qui commence à faire un petit peu beaucoup du côté de Benjamin Dutreux, qui a médité hier, mais ça ne lui a pas permis d'aller vite. Et puis surtout en vitesse, il a 486 000 quand les concurrents derrière sont plutôt à 500. Donc voilà, il y a une vingtaine de mille en retrait pour Benjamin Dutreux. Donc ça commence un peu à s'accumuler pour le concurrent de Guyot Environnement.
Water Family, même si encore 150 000, ça reste raisonnable. Je rappelle qu'on n'a pas encore attaqué les mers du Sud. Il est pourchassé par Damien Seguin, par Boris Herman et Pip Air. Boris Herman qui tente de refaire son retard. Je rappelle que Boris Herman, les mers du Sud les mers de cette fin d'Atlantique Nord, pardon, a été compliqué à gérer du côté de Boris Herman avec un bateau encore une fois un petit peu plus lent. Et hier, elle a célébré la fête nationale de Monaco du côté de Boris Herman, qui, je rappelle, est allemand, mais également monégasque, et son bateau est géré en partie par le Yachting Club de Monaco. Voilà, et puis ensuite on retrouve donc Pip Air, toujours là, Pip Air, voilà, elle fait son petit bonhomme de chemin, toujours un peu plus à l'ouest que ses petits camarades, et puis Isabelle Yoshke, qui revient également de l'arrière, avec également Romain Attanasio. Alors, elle est mieux placée, Isabelle Yoshke, pourquoi? Plus proche de la route idéale, tout simplement, qu'un Romain Attanasio. Romain Attanasio, il fait quand même une très belle course pour le moment, avec Fortinet Base Western, encore une fois 420 000 de parcouru, c'est très très bien, il fait des journées très régulières pour le moment, donc ouais, c'est intéressant de voir ce qu'il est capable de faire. Et puis donc Luke Burton, qui va vite sur les 4 dernières heures, on est quand même à 61 000 de parcouru, donc encore une fois, c'est un petit peu, c'est voilà, sur les mêmes cadences que Yoshke, avec un petit peu moins de vent. On va suivre maintenant un des bateaux à dérive, pardon, Benjamin Ferré. Benjamin Ferré avait fait quelques erreurs sur les 2 derniers jours. Voilà, il avait dû réparer également un petit peu, Benjamin Ferré, notamment des poulies. Hier, une fourchette de safran qu'il avait réparée. Regardez la moyenne en 24 heures. Je rappelle, c'est un bateau à dérive. Donc c'est un bateau à dérive. Certes, on sait, c'est peut-être la référence des bateaux à dérive, mais quand même, 15 nœuds, 357 000 nautiques de parcouru. C'est une excellente journée pour un bateau à dérive. Donc vraiment, il a été d'une efficacité, Benjamin Ferré. Il faut le célébrer, il faut le féliciter, parce que excellente journée. Vous voyez, 357 000, il colle dans des conditions équivalentes. 30 000 à Sébastien Marseille. Éric Bellion est derrière avec un bateau plus moderne. Donc ça montre que Benjamin Ferré a été hyper rapide. Tanguy le Turquet, qui pourtant là est dans des conditions qui sont un peu meilleures pour son bateau, n'a pas réussi à faire aussi bien. Il colle quand même 30 000 quasiment à tous les autres bateaux à dérive. Donc vraiment, chapeau Benjamin Ferré, qui a été hyper performant sur les dernières 24 heures. Donc certes, le bateau, on sait, c'est un bateau de référence du côté des bateaux à dérive. Après, il faut réussir à l'emmener. Et là, ça se passe très bien, même si on compare à une Violette d'Orange qui est un petit peu plus derrière. Vous voyez, il y a encore une fois, c'est 30 000 de décalage. Donc, tu vois, Violette d'Orange, elle ne démérite pas, avec ses petits pois, sa peluche, qui est maintenant avec elle, a fait 329 000. Donc voilà, il est dans la moyenne des autres bateaux. Mais lui, il a vraiment fait une moyenne au-dessus. Et pourtant, Éric Bellion ne fait pas de mauvaise journée. C'est peut-être celui qui s'approche le plus. Mais il est quand même à 20 000 d'écart. Et puis ensuite, on resuit le classement. Arnaud Boissière qui a perdu un petit peu de temps hier, un peu empêtré dans une zone un petit peu lente. Voilà, Louis Duc avec Tanguy le Turquet. Pas mal pour le moment. Guirec Soudet qui tente de revenir, de remonter un petit peu au classement, 30e pour le moment. Guirec Soudet, là aussi 329 000. Vous voyez, tous les autres bateaux à dérive sont assez proches en termes de vitesse. Oui, Duc, là aussi, est proche d'Éric Bellion, mais ils n'ont pas réussi à tenir la cadence de Benjamin Ferré pour le moment. Et puis Alan Roura, toujours empêtré. C'est sûr qu'Alan Roura, mauvais choix de rester sur la voie centrale qui lui coûte extrêmement cher en 1000 du côté d'Alan Roura. C'est vrai que ce choix n'a pas été judicieux. Et là, c'est compliqué. Comme pour Oliver Air, les 2 Suisses qui sont très loin de Justine Métro pour le moment. Bon, on regarde les statistiques sur les 24 dernières heures pour finir cette vidéo. Eh bien, pour le moment, le concurrent qui a fait le plus de 1000 dans la journée, c'est Johan Richomme. Il n'est pas très loin du record, Johan Richomme. 539 000 de parcouru en 24 heures, à moins de 10 000 de Nicolas Lunven. Et ça veut dire qu'il a fait quand même 1000 km hier, juste devant Jérémy Bayou. Alors je disais quand même un petit peu en rentrée en performance, mais qui est quand même là, Jérémy Bayou, 975 km de parcouru deuxième, devant Charlie Dalin.
971 km de parcouru. Yannick Bestaven, 970. On retrouve ensuite Nicolas Lundven, Sébastien Simon, qui a fait vraiment une très très belle journée, Paul Meillat, Clarisse Kremer aussi, Justine Métro. Et Samantha Davis, ça veut dire que vous voyez également que dans ce classement, il n'y a ni Thomas Ruyant, ni Sam Gutschag. Les bateaux vulnérables ont eu un petit peu plus de mal. Et en vitesse pure, désormais ce n'est plus Sébastien Simon qui est en tête, c'est Johan Richomme avec 27 nœuds 29, c'est-à-dire 50 km/h sur l'eau, seulement à la force du vent, et un vent qui n'était pas si fort que ça. Donc voilà, le bateau de Johan Richomme a tartiné très fort. Et ça va vite du côté de ce bateau. On regarde pour le moment l'écart entre le record d'Armel Lecléache et le premier bateau. Sam Gutschag, eh bien, on a repris un petit peu de retard. Désormais, il y a 522 000 nautiques, donc on a repris à peu près 130 000 en une journée au record d'Armel Lecléache. Le vainqueur de l'édition 2016-2017. Voilà, Armel Lecléache. Donc ça se passe plutôt bien. Voilà, on rattrape un petit peu le retard par rapport au record qui date déjà d'il y a 8 ans. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve demain, même heure, pour faire le débrief de la 11e journée de compétition. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.